I can't believe I'm letting you do this to me. I can't believe I'm letting you do this to me. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du modèle de diffusion d'Ehrenfest. Alors, vous l'avez certainement remarqué, mais la flèche du temps à l'échelle macroscopique, celle à laquelle nous vivons, n'est pas réversible. C'est-à-dire que les images que j'ai diffusées juste avant vous paraissent étranges, pas seulement parce que pour certaines elles sont au ralenti, mais aussi pour les moments où quelque chose d'impossible se produit. L'œuf se reforme, le ballon se remplit d'eau et se referme, le mélange entre la peinture et l'eau se défait et la goutte remonte. Ça, c'est impossible à l'échelle macroscopique. Pourtant, à l'échelle des particules, le temps est réversible. Si on observe un phénomène en inversant la flèche du temps, on ne pourra pas savoir si on le regarde à l'endroit ou à l'envers. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, le modèle d'Ehrenfest permet d'expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez ici, j'ai récupéré, j'ai piraté sur YouTube, une modélisation qui a été faite sur Scratch. On a des particules, seulement 4. Et elles vont se déplacer aléatoirement. Il y a 2 compartiments. Elles se déplacent aléatoirement. Et par moment, elles retournent à l'état initial. Je vous laisse observer. I can't believe I'm letting you do this to me. I can't believe I'm letting you do this to me. Passons à présent à la correction de l'activité 6 page 510, où j'avais juste demandé de faire le tout début pour que vous ayez un peu une idée. Donc là j'ai représenté les 2 compartiments A et B. Il y a des particules, une paroi poreuse entre les deux, et les particules passent à chaque étape. Il y en a une qui passe aléatoirement d'un côté ou de l'autre. Au départ, on va choisir 100 particules qui seront dans le compartiment A et aucune dans le compartiment B. Voilà, là je fais mes muses, mais à un moment donné je vais les mettre toutes du même côté pour simuler le départ. On va essayer avec un fichier Excel de regarder si à un moment donné le système revient à la position initiale, c'est-à-dire avec toutes les particules du même côté. Le fichier Excel, sur le fichier Excel, on choisit n égale 100, c'est-à-dire qu'il y a 100 particules. Alors regardons tout de suite, passons au fichier Excel. J'ai donc recopié ce qui était dans le livre, et on va remplir les différentes cases. Donc là, pour l'instant, ils disent égal 100. Mais c'est peut-être plus facile, plutôt que de mettre égal 100, de mettre ce qui est dans la case grand N. Je crois que j'ai pas fait ça après, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, je vais prendre $A, $2. Alors, dollar, je vous rappelle que le dollar, ça fige. C'est-à-dire quand on fait copier-glisser, on va garder les mêmes coordonnées. Ça permet de rappeler des valeurs de la même case. Ensuite, dans la case E2, puisqu'il y a 100 particules dans A et qu'en tout il y en a 100, et bah du coup il y en a 0 de ce côté-là. Donc je vais prendre ce qui est en tout, moins ce qui est à côté. En case 2, je vais donc écrire que le nombre de particules en B est égal au nombre de particules totales moins le nombre de particules en A. Thank you, Captain Obvious. Question suivante. Un numéro de la particule changeant d'urne. Et alors ils nous ont fait aléa entre bornes 1, $A, $2. Ça veut dire tout simplement choisir un nombre entier compris entre 1 et
ce qui est dans la case qui correspond à n. Donc ici entre 1 et 100. Donc je le redis, le dollar ça peut être figé. Automatiquement il me met une valeur, 67. On détermine au hasard une particule, tout simplement. On va passer à la case D3. Dans la case D3, on nous dit si, donc c'est une condition, la case C3 est inférieure ou égale à la case D2. Alors, on enlève 1 à la valeur qui était dans D2. Sinon, on ajoute 1. Qu'est-ce que ça signifie ce truc-là? Donc là, j'obtiens 99. Bah oui, parce que forcément, ça sera toujours inférieur ou égal à 100 pour le premier tirage. Et donc, j'ai 1 de l'autre côté. Et là, ça a changé, mais ça ne change rien. Donc, en réalité, on numérote les billes. Les particules. On les numérote de 1 à 100. Et si on obtient un nombre inférieur à la valeur qui correspond au nombre de billes dans le compartiment A, puisque en fait les particules qui sont dans le compartiment A sont les premières à être numérotées, ça veut dire que c'est une bille du compartiment A qui va dans le compartiment B. Sinon c'est le contraire. J'aurais bien envie de vous demander si c'est clair, on serait en salle de classe, je vous dirais ça. Mais bah je vous le dis pas. Je sais pas si vous entendez les hurlements de mon fils dans la pièce d'à côté. Donc j'ai écrit ce que je viens de vous expliquer là, j'aurais peut-être pu accélérer la vidéo, bah, vous êtes libre de d'avancer un peu. Hein. On passe maintenant au copier-glisser. Et on va très très loin, alors je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis la bonne quantité, il voulait combien de tirages? 5000 je crois, c'est ça, j'ai pas fait assez. Alors, je vais m'en occuper tout de suite, je vais zapper, hop, saut dans le temps, et on a maintenant 5000 tirages. Voilà, je vous laisse regarder, admirer les 5000 tirages, voilà, j'ai zappé. Alors j'ai fait un graphique, et voilà ce qu'on observe comme graphique, à peu près le même qui est dans le livre, c'est-à-dire que il y a, donc en abscisse de 0 à 5000, les 100, on a une espèce de stabilisation, et une oscillation autour de 50. On peut remonter au-dessus de 63 et en dessous de 40, mais globalement, ça reste un peu autour de 50. Alors, est-ce que ça peut revenir à l'état initial? Eh bien la réponse est théoriquement oui. Théoriquement, c'est possible. Ce serait un peu comme faire pile ou face et puis faire une monstrueuse série de piles. Seulement, plus il y a de particules, et plus c'est difficile. Et je vais vous montrer, je vais aller plus loin que ce que dit le livre. Là que je fais différents essais, et à chaque fois on observe la même chose, une stabilisation relative avec des fluctuations importantes. Voilà, je suis passé à n égale 1000. Et à n égale 1000, les fluctuations en fait sont à peu près les mêmes, sauf que l'échelle étant différente, eh bien, la stabilisation est plus lisse. Et on est avec seulement 1000 particules. Si on passe à encore plus de particules, donc je dépasse totalement ce qui est mis dans le livre. Hein. Dans le livre, ils disent 1000 au maximum, mais c'est rien 1000. Moi je suis un fou, face à 10 000. 10 000 particules. Alors attendez, je pars pas du bon truc, avec 10 000 particules à gauche, et ben on a une stabilisation très lente. Alors vous voyez que c'est commence à être hyper lissé, que les fluctuations se voient presque plus. Je vais modifier la taille du graphique, voilà. Et donc là on voit bien la stabilisation à autour de 50%. C'est-à-dire une répartition quasi équitable. En fait, ce qui se passe, c'est que même dans ce cas-là, c'est théoriquement possible que on revienne à l'état initial. C'est-à-dire toutes les particules qui reviennent à gauche. De la même façon, c'est théoriquement possible d'avoir la goutte qui se reforme à l'intérieur du liquide dans lequel elle était mélangée. C'est théoriquement possible de voir l'œuf se reformer. Sauf que la probabilité est tellement faible qu'elle n'arrive pas. C'est-à-dire que pour que ça arrive, il faudrait attendre un temps qui est bien plus long que l'âge de l'univers. Donc c'est impossible, ça ne se produit pas. Voilà ce que nous dit le modèle d'Ehrenfest. Et donc, il permet d'observer que des phénomènes qui se produisent pour un faible nombre de particules ne s'observent plus pour un grand nombre de particules. Et d'ailleurs, on va regarder tout de suite avec 10 particules ce qui se passe, et les 2 particules, et on va pas du tout stabiliser, qu'on peut revenir facilement à l'état initial. Regardez.
on a un retour pour n égale 10 très très fréquent à 10, et puis alors, pour 2, il y a tellement d'oscillations qu'en réalité ça colorier complètement graphique, comme vous pouvez le constater, et en réalité on revient perpétuellement à l'état initial, très souvent, puisqu'en réalité il n'y a que 3 situations possibles, les 2 dans A, un dans chaque, ou les 2 dans B. Du coup, dès qu'on est les 2 dans B, le coup d'après, il y a un dans chaque, et puis après, c'est une chance sur 2 que ça soit soit tous les 2 dans A, soit les 2 dans B, donc ça se produit très fréquemment. Voilà, on va en rester là pour le RNFest. Il me reste plus qu'à faire une séance sur le modèle 3 prédateurs, qui est très intéressant, mais là aussi qui demande d'affaire du Excel, et puis ce sera tout, on aura réussi à finir le programme de spécialité, malgré toutes les intempéries, le Covid, tout. Voilà. Allez, bye bye!